Je crois que nous allons commencer sans plus tarder. Je vois qu'il y a vraiment des gens avec différents profils. Donc, on va tenter de rendre ça intéressant pour tous. Et puis, la première partie, en fait, comme le titre le mentionne, c'est vraiment comment utiliser les données probantes pour soutenir l'implantation des dossiers médicaux électroniques. Donc, ça va très bien comme suite à ce que Dr Fortin a présenté tout à l'heure en disant que malgré tous les bénéfices qu'on peut attendre ou les effets neutres, disons que c'est moins pire que des effets négatifs, le problème demeure encore aujourd'hui beaucoup en ce qui concerne l'implantation. Donc, ce changement-là qui est à nos portes, certains l'ont réalisé, d'autres sont en train de le vivre et d'autres sont en train de contempler, si on veut. C'est un petit peu, en fait, une recension des écrits qu'on a faits. Et pour les gens qui sont intéressés à les pousser un petit peu plus loin, à la fin, vous avez la liste des références scientifiques. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, dans les questions de méthodologie ou des études scientifiques. Mais ce que je vais tenter de faire, c'est vraiment de résumer quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer là, de la littérature actuelle. Donc, c'est un projet qui a été financé par les Instituts de recherche en santé du Canada et dans le fameux programme là, de dissémination, donc des activités qui nous permettent, à des équipes de recherche, de transférer nos résultats à toutes sortes d'auditoires qui ne sont pas nécessairement les revues scientifiques ou les colloques scientifiques auxquels on participe. Et c'est un projet, bien entendu, en collaboration avec des collègues, dont Dr Fortin, Dr France Desgaret, Dr Claude Sicotte et Niki Shah. Donc, ce sont des experts, chacun dans leur domaine. J'étais vraiment très bien entourée. Et, bien entendu, également la collaboration de courtiers de connaissances. Donc, Régent Roy qui est ici présent et Eliette Damour, sa collègue. Et on croyait que c'était vraiment important de faire ce pont-là pour, nous, on est des experts, disons, pour faire de la recherche, des données probantes, mais pour ce qui est du courtage de connaissances, c'est un petit peu moins notre domaine parfois. Donc, il y avait les professionnels de recherche, Marie Desmerty et Nadine Tremblay. Alors, je vais parler un petit peu du contexte de cette recherche-là. J'ai déjà commencé d'ailleurs. Présenter quelques grandes lignes sur les données probantes, les différents types de facteurs, bien entendu, différents groupes d'utilisateurs de ces données-là, et revenir sur les enjeux actuels et les pistes de recherche. Pour ce qui est des dossiers médicaux électroniques, donc on voit également là, que le Canada a un petit peu de retard. Là. Les données de Louise Beauchesne ce matin étaient peut-être un petit peu plus à jour, mais dans une enquête qui est parue là, au début de l'année, on disait qu'environ 76% des médecins au Canada utilisaient un DME et qu'au Québec, c'était une proportion moins importante. Je n'avais pas de données actuelles vraiment pour l'ensemble du Québec, mais ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait quand même eu un accroissement de l'utilisation, mais que dans la plupart des cas, ce n'étaient pas toutes les fonctionnalités qui étaient utilisées. Donc, si on a des sondages dans lesquels on nous dit 40% des médecins en première ligne utilisent les dossiers médicaux électroniques, mais en fait, on ne sait pas quelle est la proportion, parce que parfois, c'est seulement une des fonctionnalités, mais qu'on puisse utiliser un dossier complet, alors là, c'est très, très rare. Par exemple, dans nos données, on voyait que la note clinique informatisée, c'était vraiment pas utilisé. Donc, puis la prescription électronique également, qui était vraiment très peu adoptée encore. Donc, même au niveau du Canada, là, on parlait de seulement 8% dans ces études-là. Ça nous réfère au fameux cadre sur la diffusion des innovations, qui est un classique. Et en imaginant que nos premiers adoptants, là, les innovateurs, ont commencé à utiliser ça, Dr Paradis, hein, ça doit faire une bonne quinzaine d'années, vous. Donc, il était là. Et que maintenant, on commence à monter un petit peu. Bien, quand est-ce qu'on va pouvoir rejoindre les fameux médecins là, en pratique solo qui sont un petit peu réfractaires ou ceux qui sont sur le bord de la retraite? Combien de temps ça peut prendre? Bien, ça peut prendre des décennies. Alors, on est conscient de ça. Par contre, si on peut arriver à être dans nos majorités tardives, bien, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant là, de voir comment stimuler davantage l'adoption. Donc, pour ce qui est des revues systématiques, il y en a eu plusieurs sur les facteurs d'adoption des dossiers médicaux électroniques, dossiers santé électronique, qui sont davantage les dossiers interopérables entre les différents niveaux de soins.
Donc, nous, pour donner un exemple, mais il y en a d'autres qui sont très bonnes aussi, là, on avait recensé des écrits en 2011, et puis il y avait plus d'une centaine d'études là, où on retrouvait l'ensemble de ces facteurs d'adoption-là. Et on trouvait important de dire, on va aller un cran plus loin parce que on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de, si on veut, d'idées préconçues par rapport à ce qu'on sait qui pourrait marcher. Et c'est surtout sur ces facteurs-là que les stratégies vont s'appuyer. Mais si on veut vraiment assurer que les stratégies pour stimuler l'adoption, si on veut, soient vraiment orientées sur les données probables, bien, c'est important de les partager. Et de les partager, non pas en vous envoyant des revues systématiques avec des méta-analyses. C'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde. Les décideurs au ministère, la Fédération des médecins praticiens, ils ont besoin parfois d'avoir la même information, mais adaptée dans un langage qui va leur parler. Les cliniciens également ont besoin de ces données-là, mais avec un message qui correspond à leurs besoins. Donc, de là l'idée de faire cette recherche-là sur le courtage de connaissances. Donc, cette première partie-là, en fait, c'est seulement pour mettre la table, si on veut. Ensuite de ça, Régent va entrer un petit peu plus en détail là, dans ce qu'on a fait comme activité de courtage de connaissances. Donc, en ce qui concerne les données probantes actuellement disponibles, il y a des facteurs qui concernent les technologies. Et je crois qu'ici, je fais seulement résumer ce qui a été mentionné là, depuis le début de ce colloque. La maturité des systèmes est encore un problème. Les systèmes ont encore beaucoup de difficultés à se parler. Et des choses qu'on pense faciles ou prises pour acquis, ça ne se fait pas. Alors, les gens sont un petit peu étonnés qu'en 2013, là, il y ait des éléments qui soient pas réalisables dans nos systèmes. La facilité d'utilisation. Bien, encore là, beaucoup d'exemples de gens qui sont intervenus ou de gens qui ont présenté aujourd'hui parlent de cette transition-là entre écrire et taper. Donc, si on rend la saisie donnée le plus facile possible et l'utilisation de ces systèmes-là, qu'elle soit sensée, donc il faut obliger d'ouvrir 5 fenêtres pour avoir l'information, mais que l'information nous vienne au moment opportun. La compatibilité entre nos différents systèmes, qui va demeurer encore un enjeu là, pour plusieurs d'entre nous, disons. La compatibilité aussi avec les pratiques. Interopérabilité des systèmes, mais compatibilité, c'est vraiment entre les pratiques. Puis la portabilité, qui est un défi vraiment très actuel. Là. Les gens veulent pouvoir travailler un petit peu partout. Au domicile, en vacances, on a eu plein d'exemples de gens qui nous disaient, bien, j'aime ça, quand je reviens de vacances, si j'ai pu consulter mes dossiers, j'ai moins l'impression d'être en retard. Et oui, bien entendu, il y a beaucoup de cadres aussi sur l'adoption des technologies où on va regarder tous les aspects reliés aux attitudes, aux normes aussi, comment on perçoit un comportement approprié pour notre profession, et le sentiment d'efficacité personnelle aussi, qui est vraiment super important. Il faut convaincre les gens qui sont capables de surmonter les obstacles. Les gens savent qu'il y a des obstacles, mais là, il faut vraiment travailler sur les capacités aussi à les surmonter. Pour ce qui est des aspects professionnels, alors là, on entre aussi dans des enjeux assez importants. Donc, les rôles et les responsabilités qui vont être redéfinis avec les technologies de ce type-là. La norme professionnelle. Bon, jusqu'où l'informatisation, j'ai bien aimé là, le commentaire là, de dire est-ce qu'un médecin sera un mauvais médecin s'il n'embarque pas dans cette vague-là. Je pense qu'il faut se poser la question, puis ça touche à ça beaucoup. Donc, pour les plus jeunes, mais c'est pas acquis non plus, on va le voir plus tard, mais le fait que ça fasse partie déjà de la vie quotidienne, ça va aider à ce que les futurs médecins et autres cliniciens voient la technologie comme faisant partie de leur arsenal. Là. Donc, que ce soit un outil professionnel dans le domaine de la santé. L'influence des pairs est encore majeure. Là, bien entendu, les professionnels forment des groupes avec leurs normes, leurs valeurs partagées. Et il y a beaucoup d'impact ici pour l'adoption des technologies. Et de plus en plus, bien, la collaboration interprofessionnelle a, dans certains cas, même poussé. Les rôles, par exemple, les rôles infirmiers élargis, dans certains cas, a motivé même les médecins à s'approprier davantage les technologies et vice-versa.
Donc, la même chose, bon, les pharmaciens étaient déjà informatisés depuis très longtemps, donc il y a pu avoir de fertilisation croisée, là, même dans certains domaines. Pour ce qui est des éléments organisationnels, bon, on parle des facteurs plus reliés à la culture des organisations, le leadership, la vision des organisations, bien entendu, mais aussi reliés aux structures. Donc, est-ce que tout est en place dans l'organisation pour soutenir l'implantation, les ressources, le soutien au changement? On répète toujours ces mots-là, mais c'est parce qu'ils sont réellement importants et on l'a encore mentionné dans les commentaires, d'avoir des champions. Et si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on sait en théorie qu'est-ce qui pourrait marcher, mais de là à le rendre concret dans des stratégies, c'est pas toujours évident. Il y a une espèce d'écart. L'environnement sociopolitique s'est amélioré, c'est ce qu'on peut dire maintenant. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, mais on sent là, que 2013, on dirait qu'il y a une tendance beaucoup plus ouverte et favorable et intégratrice là, pour ce qui est des courants sociopolitiques ou des environnements externes. Vraiment, il y a des courants favorables en ce moment qui sont en place. Pour ce qui est des lois et des éléments de déontologie, donc il y a encore toujours une marge, là, il faut toujours essayer de voir parce que ce sont des éléments de base fondamentaux et il faut s'assurer que ça suit, que c'est les avancées technologiques et pratiques, là, ce qu'on met en place, bien, est-ce que les lois et les règlements sont adaptés? Donc ça, il n'y a pas de miracle, là. Toutes les études le disent, il y a vraiment un consensus énorme dans la littérature. Et bon, on a abordé aussi des coûts, mais très brièvement, là, parce que là, c'est encore, Dr. Fortin en a parlé tout à l'heure aussi, les façons de les mesurer, les coûts, on est encore très loin dans un système de santé publique comme au Québec pour quantifier de façon monétaire nos interventions. Donc, il y a beaucoup de rattrapage encore à faire ici. Les incitatifs et le remboursement sont majeurs également. Bien entendu, il y a des programmes en œuvre, en place. Est-ce que ce sont les bons programmes? Est-ce qu'ils ont les effets escomptés? Donc, et tous les bénéfices qu'on attend et que, bon, avec les présentations qu'on a eues ce matin aussi à InfoRoute, on commence à pouvoir quantifier de façon monétaire. Il y a 4-5 ans, c'était pratiquement impossible, mais maintenant, on commence à avoir plus de données probantes aussi au niveau économique. Donc, pour ce qui est des enjeux principaux, suite à l'état des connaissances actuelles, des données probantes, donc, on peut se poser la question de comment réussir à avoir une vision multidimensionnelle. Parce que ces facteurs-là, on les a classifiés en différentes catégories, mais de façon globale, comment on pourrait s'y attarder, pas un par un, mais de manière beaucoup plus structurée parce qu'ils sont interdépendants, en effet. On ne peut pas penser à un soutien organisationnel si les gens ne sont pas déjà convaincus et motivés. Donc, parce qu'une organisation, ben, c'est des gens. Et on ne peut pas penser à ce que l'organisation s'implique si le gouvernement ou les lois ne le rend pas possible dans les cadres actuels. Donc, c'était ça vraiment notre question de recherche. Comment faire pour pousser cette vision-là, mais de manière à considérer l'ensemble des facteurs. Et aussi, mieux comprendre pour mieux intervenir. Parce que bien sûr, autant de facteurs, autant de stratégies possibles, mais quelle est la bonne et vraiment comment si on a à choisir une stratégie, parce il y a quand même des frais reliés à ça. Donc, si on a à mettre notre argent à miser sur une stratégie, quel serait le meilleur choix? Et dans tout cela, bien, de ne pas perdre de vue non plus toutes les connaissances qu'on a accumulées, autant ici qu'ailleurs dans le monde, et comment les transférer à nos décideurs, que ce soit notre décideur au niveau clinique, nos décideurs technologiques, nos décideurs dans les ministères, dans les organisations, les ordres professionnels. Donc, vraiment, c'était pour ça que nous avons démarré le projet et où on essayait de voir le pont entre notre recherche et adoption, donc qui nous semblait un pont un petit peu fragile pour intégrer dans les pratiques. Encore une fois, le but de l'opération, c'était de faire en sorte que des pratiques
les pratiques qui sont basées, c'est-à-dire les pratiques dont on sait scientifiquement qu'elles fonctionnent quand vient le temps d'implanter des DME dans les cliniques, faire en sorte que ces pratiques-là soient connues des médecins qui auront à implanter un DME dans leur clinique. Alors, une partie de l'opération, ça consistait à transférer de l'information sur ces pratiques-là, dont on sait sur le plan scientifique qu'elles sont valables. Puis c'était aussi de faire en sorte que, je dirais, les médecins apprennent ce que d'autres médecins avaient fait bien quand était venu le temps pour eux d'implanter des DME dans leur propre clinique. Alors, on a fait deux choses. D'un côté, on a regardé ce qui se disait dans les écrits scientifiques sur les pratiques exemplaires en matière d'implantation. Puis d'un autre côté, bien, on est allé voir des médecins qui avaient fait l'implantation de DME dans leur clinique pour voir comment ils s'y étaient pris. Ce qui fait qu'on a deux types de... On a transféré véritablement au cours de ce projet-là deux types de renseignements, deux types de données, deux types d'informations. Puis on a essayé de le faire comment? On a essayé de le faire par le truchement de différents outils, différents moyens. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a participé à l'organisation des ateliers que la FMOQ a créés dans le cadre du programme d'appui à l'implantation de DME dans les cliniques. Alors, au départ, ce n'était pas ça la stratégie qui était prévue. Nous, on devait créer notre propre série d'ateliers. À l'époque, ça, c'était pas sur le radar. Et puis, tout à coup, pouf, on est en train de créer nos propres ateliers, puis le contenu. Et puis, on apprend que le ministère a donné des sous à la FMOQ pour créer ces ateliers. Alors, on n'était pas vraiment pour créer notre propre série d'ateliers qui aurait concurrencé les ateliers de la FMOQ. On s'est joint à la FMOQ et puis on a essayé de les amener à tenir compte de l'information que nous, on voulait bien transmettre. Donc, il y a eu une série d'ateliers organisés par la FMOQ. Il y en a eu 6 ou 7, je ne sais plus combien, là, en 2012-2013. On a participé à tous ces ateliers-là en faisant l'évaluation des perceptions des médecins qui ont participé. Puis Marie-Pierre en parlera un petit peu plus avant dans quelques instants. On a participé aux ateliers. C'était une première façon de transférer de l'information. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a créé des synthèses d'articles scientifiques. Alors, il y avait cette littérature-là, entre guillemets. On a commencé à regarder ce qu'il y avait dedans. Puis on a essayé de faire des petits articles, vous savez, des trucs qui se lisent relativement bien, puis qui, justement, porteraient sur comment dire, les comportements que les médecins devraient adopter pour implanter les DME chez eux. Création de synthèse d'articles scientifiques. On a produit des capsules vidéo. Quand je vous disais, on voulait savoir ce que certains médecins avaient fait pour implanter le DME avec succès chez eux, bien, on est allé les voir, ces médecins-là. Alors, on est allé voir 6 médecins, dont le docteur Paradis. On est allé également voir des médecins dans la région de Montréal. Puis à chaque fois, ce qu'on faisait, c'était essentiellement discuter avec eux pendant une heure et demie, de la manière dont ils s'y étaient pris, eux, pour implanter un DME chez eux. Et puis, à la fin, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait cette information-là, puis on la découpait en petites capsules, là, pas trop longues, qu'on a mises sur YouTube. Alors, vous pouvez voir, par exemple, tel médecin qui va parler de la manière dont il s'y est pris pour former les autres médecins de sa clinique à l'utilisation des DME. C'est quoi les bonnes stratégies, selon lui? Ce n'est pas nécessairement des pratiques éprouvées sur le plan scientifique, mais ce sont certainement des pratiques qui ont marché dans un milieu particulier. On a rédigé des études de cas. Je vous ai dit qu'on a vu 6 médecins. Alors, à chaque fois, on allait chez eux, on posait des questions, et puis à la fin, on écrivait un petit document de quelques pages sur la manière dont l'implantation s'était faite. On a fait des présentations. On en a fait une à Drummondville cet été. On en fait une aujourd'hui. On est supposé, on veut en faire une au ministère dans quelques temps. Alors, des présentations où, justement, on dit le genre de choses qu'on dit aujourd'hui. Et puis, finalement, on a mis en place un blog. Ce n'était pas quelque chose qui, si mon souvenir est bon, était prévu au départ, mais la grande question qui se posait, encore une fois, c'était, bien, on développe l'information, puis il faut bien la transmettre d'une manière ou d'une autre. Comment on pourrait faire ça? Bien, une façon pour nous d'assumer un certain contrôle sur l'opération, c'était certainement de créer un blog. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a créé un blog qui s'appelle infodme.org, qu'on a commencé à créer, je dirais, l'automne dernier, et puis sur lequel on a basculé les contenus dont je vous ai parlé il y a un instant, des vidéos dont je vous parlais il y a un instant, et puis d'autres choses. Là, par exemple, s'il y avait un article de journal à un moment donné qui portait sur l'implantation des DME, ça paraissait intéressant, on le mettait là-dessus. Alors, je dirais de septembre à juillet, là, cette année, on a pris de l'information et on l'a basculé là-dessus. Donc, si vous allez sur ce site-là, en principe, vous allez trouver des choses que vous pourriez trouver intéressantes sur la question de l'implantation des DME.
juste pour vous montrer, ça c'est un exemple d'étude de cas. Alors on a rencontré une médecin de Chibougamau, pardon. Effectivement, elle nous a raconté comment les choses se passaient chez elle. Et puis ce qu'on a ici, c'est le résultat qu'on peut trouver sur InfoDMA. Et puis ça, c'est un extrait d'une vidéo d'une dizaine de minutes où on explique comment ça se passe, un DMA, l'utilisation d'un DMA dans une clinique de Montmagny. Alors ici, on voit une infirmière là, qui nous raconte c'est quoi son travail d'infirmière à elle maintenant que le DMA a été implanté chez elle. Alors, ce sont des contenus bien intéressants. Je le dis ici, puis c'est peut-être la partie la plus intéressante de tout ça maintenant pour vous. C'est quoi les défis, c'est quoi le type d'obstacles qu'on a pu rencontrer en cours de route? La première chose que je voudrais dire, c'est donc que le programme du gouvernement est mis en œuvre à partir de l'automne dernier. La FMOQ va commencer également ses ateliers à partir de l'automne dernier. Ce qu'on peut dire, c'est que avec les ateliers, on a assurément touché peu de monde. Les ateliers de la FMOQ ont attiré, je ne sais plus, peut-être 90, 100, 110 personnes en tout. Il y a beaucoup plus de médecins que ça au Québec, ce qui fait que le type d'effort qu'on a mené, ça touche relativement peu de monde. Ce n'est pas en y allant comme ça, là, à coup d'atelier, qu'on va sensibiliser ou former l'ensemble des médecins du Québec. Il y a des limites à cette approche-là si on veut amener ou transférer les pratiques exemplaires dont je parlais il y a un instant. Lors des ateliers, on a rejoint, qui ont été tenus à Montréal et puis à Québec, ce qu'on a rejoint essentiellement, c'est des médecins qui étaient à Montréal, à Québec, ou près de Montréal puis près de Québec. Alors, les médecins qui étaient beaucoup plus loin, ils n'ont pas nécessairement été atteints de cette manière-là. Alors, si on refaisait d'autres ateliers, on aurait probablement le même résultat, à moins que, justement, on se mette à se promener, Gatineau, Bas-Saint-Laurent, etc. Le résultat serait le même si on continue de faire ça à Montréal ou à Québec. Les médecins, je le dis en bas, ils ont peu d'occasions de discuter de ce dossier important entre eux, puis pendant que nous, on s'efforçait de faire de la sensibilisation et de la formation, on l'a constaté. Les médecins arrivaient dans un atelier, et puis pendant l'atelier, qui était très intéressant, ils entendaient des choses fort intéressantes qui étaient dites sur l'implantation. Ils entendaient généralement un médecin qui parlait de la manière dont ça s'était passé dans sa clinique. Puis après ça, ils retournent chez eux, puis voilà. La discussion ne se poursuit pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la manière dont notre opération a été menée ou la manière dont les ateliers ont été organisés, ça a fait en sorte qu'on a créé un genre de communauté de tous les participants, puis qu'ensuite le dialogue s'est poursuivi en ligne ou d'autres manières, en tout cas à ma connaissance. Il faut probablement donner ce type d'occasion-là aux médecins de discuter de ce dossier-là entre eux, puis pas juste donner cette occasion-là aux médecins qui vont participer aux ateliers. Un autre défi qu'on avait, nous, c'est que dès le départ, on voulait rejoindre les médecins, mais on voulait rejoindre aussi les infirmières. C'était un pan important de notre opération. Ça n'a pas marché. On a tout fait pour savoir comment on pouvait rejoindre les infirmières qui travaillaient en clinique. On n'était pas capable d'avoir de liste de noms, on n'était pas capable de savoir à quel forum on pouvait bien se présenter pour rejoindre ces personnes-là. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, mais le résultat à la fin, c'est que on n'a pas vraiment parlé aux infirmières, même si on voulait le faire. Parce que les infirmières, évidemment, sont une clé. Les infirmières qui travaillent dans les cliniques ce sont des personnes importantes si on veut réussir un projet d'implantation, de la même manière que le personnel administratif joue un rôle clé dans le succès d'une stratégie d'implantation. Alors, en théorie, il aurait fallu rejoindre ces gens-là, puis on n'a pas vraiment pu le faire, nous. Dans les ateliers, il y avait généralement des médecins. Certains venaient avec leur assistante, peut-être des infirmières, je ne me souviens plus trop. Mais je dirais que la majorité du temps, c'était un médecin seul qui arrivait et puis qui écoutait. Puis, ce qui fait que je dirais que, à ma connaissance, dans l'année qui vient de passer, on n'a pas vu d'effort où justement on tenait compte à la fois des préoccupations des infirmières puis celles des employés administratifs. Ils n'ont pas vraiment été mêlés à toutes ces discussions-là. Ce qui fait que une solution pour relever ce type de défi-là, puis c'est celle sur laquelle on est en train de travailler, celle à laquelle on réfléchit, c'est, mettons, de prendre notre blog, puis de le transformer ou de prendre un autre outil, puis faire en sorte que ce qu'on a, c'est moins quelque chose qui fonctionne dans un sens, là, où on prend de l'information, puis on la garoche, puis on espère que quelqu'un va la consulter. Juste pour vous dire, le blog qu'on a créé, à ma connaissance, aux dernières nouvelles, on avait peut-être eu 5 000, 6 000 visites dessus, en un an. C'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup. On parle de peut-être une vingtaine, trentaine de médecins par mois qui venaient jeter un coup d'œil, télécharger quelque chose. Mais cette opération-là n'a pas été menée avec
la fanfare qu'elle aurait pu avoir, parce que justement, il aurait fallu plus de publicité. La FMOQ avait un lien sur son site qui disait, bien, si vous voulez de l'information, allez sur Info DME, vous pourrez trouver ça. Mais on n'a pas vraiment travaillé, parce que ce n'était pas nécessairement le but là, à cette époque-là, on n'a pas nécessairement travaillé avec le ministère, ce qui fait que le ministère n'a pas fait connaître le site. Sinon, le faire connaître, c'est pas nécessairement simple. Donc, le site n'a pas eu le retentissement qu'il aurait pu avoir. On voudrait qu'il en ait plus. Donc, je reviens à ce que je disais. Premièrement, faire en sorte que ce qu'on met à la disposition des médecins, des infirmières, des autres employés, ce sont vraiment des espaces, appelons-les, virtuels de formation d'accompagnement. Alors, ils vont là, puis ils trouvent du matériel qui va les sensibiliser, du matériel qui va les informer sur des questions bien particulières, puis un environnement où tout fonctionnerait de manière là, mais tellement facile que personne n'aurait d'excuses pour ne pas y aller, puis pour les utiliser. Animation, évaluation réalisée par des acteurs du milieu. Alors, les champions, on se disait, bien, ils peuvent intervenir là. Puis il y a des chercheurs qui sont en appui de tout ça. L'avantage d'une communauté comme celle-là, c'est qu'évidemment, pendant que la communauté fonctionne, les chercheurs, eux, ils peuvent ramasser plein de données là, sur les besoins, sur la façon dont les médecins participent. Puis cette information-là, bien, elle peut être remise dans le système pour faire en sorte que le processus d'implantation s'améliore encore. Puis évidemment, possibilité de commencer avec un pilote régional, pas obligé de commencer à grande échelle, on pourrait commencer avec une petite région puis voir si tout ça marche ou si effectivement on rencontrerait le type d'écueil que vous avez malheureusement très bien décrit. Alors, de quoi ça pourrait avoir l'air? De ce qu'on avait en tête, c'est quelque chose comme ça. Là, ça, c'est basé sur un truc que moi j'ai utilisé aux États-Unis. Alors, ici, la composante formation, alors, la façon dont ça marche, c'est il y a des semaines, quelqu'un arrive, la deuxième semaine, bon, mais qu'est-ce qui se passe cette semaine? Puis il y a des contenus. C'est pas un genre de vidéo très difficile à utiliser, comme je le disais. Il y a des vidéos à regarder. On pourrait imaginer que la vidéo à regarder ici, c'est celle d'un médecin qui parle d'un thème bien précis, là, comme la formation des gens qui vont utiliser le DME dans ma clinique. Donc, il y a des thèmes, on peut regarder des vidéos, lire des contenus. Ça, c'est la composante formation, mais comme vous le voyez à droite, là, il y a une composante, puis c'est probablement la plus importante ici, la composante, comment dire, communauté, où les gens interviennent, réagissent à ce qu'ils voient, et puis peuvent créer des petits groupes de discussion, des sous-groupes de discussion. Nous autres, on a le goût de parler de formation, justement, où nous autres, on a le goût de parler de la problématique bien particulière de ce qu'on vit dans une région éloignée, etc. Donc, deux composantes, formation, collaboration. Mais encore une fois, je pense que ce que vous avez dit est bien reçu. Là. Comme je le disais, c'est le genre de projet qu'on voudrait proposer. Et puis, on continue d'y réfléchir. Et puis, dans les semaines qui vont venir, ça va continuer de se mettre en place. Donc, toutes les bonnes idées sont bienvenues pour nous aider à peaufiner ce projet-là, puis éventuellement le réorienter. Ça met fin à ma présentation.